Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce deuxième TD sur le chapitre probabilité avec la deuxième partie du chapitre qui portait sur les dénombrements, c'est-à-dire être capable de compter les issues possibles d'une expérience aléatoire. Alors, nous rebondissons directement sur ce qui a été présenté en fin de vidéo de cours et explications sur cette partie, à savoir la partie 1, 2, 4, combinaison et partition. Avec l'exercice 11, dans lequel on va aborder deux exemples indépendants l'un de l'autre. Premier exemple, à partir d'un jeu de 32 cartes, combien de mains de 8 cartes comportent exactement 3 piques et 2 cœurs? Première chose, il s'agit de piocher 8 cartes dans un jeu de 32. On fait a priori un tirage simultané, c'est-à-dire que l'ordre des cartes qui apparaissent ne compte pas, et on ne peut pas avoir deux fois la même carte. Donc on est bien dans une situation de combinaison, sans ordre et sans répétition. Ensuite, la notion de partition intervient à partir du moment où la question nous fait nous intéresser aux couleurs des cartes que l'on peut obtenir. Donc ça veut dire que le jeu de cartes doit être envisagé comme étant découpé en pique et cœur et autres cartes. En tout cas, vu la question qui nous est posée. Et puis, à l'autre bout de l'expérience aléatoire, les groupes de 8 cartes qu'on peut obtenir vont être également à découper en les groupes qui possèdent 3 piques et 2 cœurs, et puis les autres groupes. Alors, comment modéliser tout ça? Dans le cours, j'avais fait un schéma systématiquement où dans un cercle, j'avais parlé de l'ensemble initial, qui serait ici notre jeu de cartes, et puis j'avais tiré une flèche à partir de ce cercle, où j'avais écrit par exemple ici P égale 8 pour piocher 8 cartes, et ainsi de suite. Lorsqu'on envisage des partitions, il est peut-être encore plus simple de représenter la situation dans un tableau, où l'ensemble de départ représente la première colonne, et où le tirage qu'on souhaite obtenir représente la deuxième colonne. Alors attention, la deuxième colonne ne représente pas oméga en entier, mais simplement les types de tirages qui nous intéressent dans la question posée. En tout cas, mon ensemble de départ comme mon tirage doit être découpé et précisé en termes de nombre de piques, nombre de cœurs et autres cartes. Dans le jeu de cartes de départ, j'ai un total de 32 cartes, dont 8 piques, 8 cœurs et 16 autres. Dans les tirages que l'on me demande d'obtenir, ou en tout cas qui nous intéressent, on veut 3 piques, 2 cœurs et donc 3 autres puisqu'on a tiré 8 cartes. Alors je précise qu'on n'est pas obligé de séparer en pique et trèfle les autres cartes puisque ça n'est pas intéressant pour la question. À partir de là, je sais que je peux calculer un nombre de combinaisons pour les piques et un nombre de combinaisons, indépendamment de ça, pour les cœurs. Le premier, C8, 3, va me permettre de calculer le nombre de façons que j'ai de choisir 3 piques. Eh bien, il y a 56 façons de faire. Ça dépend quel pique on a choisi. Pour choisir 2 cœurs parmi 8, le nombre de façons de faire est C8, 2. Et le résultat vaut 28. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on pioche 8 cartes en tout et qu'il faut absolument que les 3 dernières cartes soient choisies dans l'ensemble des autres, non piques et non cœurs, qui sont au nombre de 16. Et le nombre de façons de faire à ce niveau-là est égal à 560. C'est 16, 3. Alors on sait que lorsqu'on a affaire à une partition, donc à un découpage de nos ensembles en parts, on peut calculer des combinaisons indépendamment les unes des autres. Mais on sait aussi que l'on peut maintenant les multiplier entre elles. Pour choisir à la fois 3 piques, 2 cœurs et 3 autres, le nombre total de façons de faire est égal à 56 fois 28 fois 560. Et le résultat est assez important, 878 080. Alors il est assez important dans l'absolu, on va dire, mais en toute comparaison, relativement au nombre total de cas possibles, il est relativement faible. Le nombre total de cas possibles lorsqu'on tire 8 cartes à partir de 32 vaut C32, 8, qui lui vaut 10 518 300. Donc 800 000 comparé à 10 millions, eh bien ça n'est jamais que à peu près 8% des situations. Deuxième question, une entreprise se compose de 20 femmes et 20 hommes. On doit choisir au hasard 5 femmes et 3 hommes. Combien de groupes différents pourrait-on former?
Donc, il s'agit d'un ensemble où, justement, on peut faire un découpage dans un tableau en hommes et femmes, que ce soit pour l'ensemble de départ, c'est ce que je voulais dire, ou le tirage que l'on souhaite obtenir à partir de cet ensemble. Et si je veux 5 femmes à partir de 20 femmes existant dans l'ensemble, eh bien, j'ai ces 25 façons de faire. Et pour choisir 3 hommes, j'ai ces 23 façons de faire. Donc, il y a un peu plus de 15 500 façons de choisir 5 femmes parmi 20. Ça peut paraître très grand, mais en général, les dénombrements nous proposent des résultats qui sont contre-intuitifs et qui pourtant sont les résultats réels. Donc, encore une fois, ne jamais se fier à son intuition lorsqu'on fait du dénombrement. Et puis, pour choisir 3 hommes parmi les 20, eh bien, j'ai 1140 façons de procéder. Bon, très bien. Par contre, quel est le nombre de groupes de 8 personnes différents, les groupes différents les uns des autres que l'on pourrait former? Eh bien, 15 504 fois 1140. C'est-à-dire que si vous imaginez former un arbre pour visualiser tous les choix possibles, eh bien, le premier niveau de l'arbre qui consiste à choisir les femmes vous propose 15 504 branches. Et au bout de chacune d'elles, il y a encore 1140 branches qui sont autant de possibilités d'avoir choisi les 3 hommes. Donc le produit des deux, qui est gigantesque, je vous l'accorde, 17 674 560 groupes de 8 personnes sont possibles à partir des 40 personnes de départ, tout en respectant la contrainte, on veut 5 femmes et 3 hommes. Alors, on va revenir sur des dénombrements un petit peu plus basiques, j'allais dire entre guillemets, mais où on va se poser la question à chaque fois de est-ce qu'on est dans les combinaisons, ou alors dans les arrangements, ou alors dans les playlists. Et vous vous souvenez, tout dépend des réponses aux questions, de la répétition et de l'ordre dans le cas de figure considéré. Alors, on a de multiples exemples dans cet exercice 12. Première catégorie, des lancers de dés. Je lance un dé 3 fois de suite, quel est le nombre de résultats possibles? Alors, le nombre de résultats, ça veut dire le nombre de groupes de 3 résultats. Alors, dans tous les lancers, pièces de monnaie, dés, etc., on aboutit à des playlists. Pourquoi? Parce que chacun des 3 lancers va proposer son résultat, et que 2 lancers peuvent très bien nous montrer le même résultat, donc la répétition est possible dans une issue de cette expérience. Et puis d'autre part, l'ordre va être à prendre en compte, parce que si mes lancers se soldent par 2, 5, 4, et puis que je relance mes 3 dés et que j'obtiens 2, 4 et 5, eh bien mes dés ont fait des résultats différents. Donc 2, 4, 5, ça n'est pas de 5, 4, je dois les comptabiliser tous les deux. Ordre oui, répétition oui, on est dans les playlists. Et donc, le nombre de groupes de 3 résultats possibles à la fin vaut n puissance p. J'utilise directement la formule des playlists. Donc ici, 6 puissance 3. 216 résultats possibles. On lance 3 dés simultanément. Quel est le nombre de résultats possibles? Cette fois-ci, j'ai 3 dés dans la main, je les lance en même temps. Alors, même si je les lance en même temps, d'abord, ils ne vont pas physiquement atterrir en même temps et s'immobiliser en même temps. Donc il y aura forcément un premier, un deuxième et un troisième. Mais ça ne serait pas très important. Ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que chaque dé est un objet physique indépendant de son voisin. Et que chaque dé va donner son résultat. Autrement dit, si mes 3 dés font 5, 4 et 1, et puis si une autre fois mes 3 dés font 5, 1 et 4, eh bien, ils n'ont pas fait la même chose, puisque le deuxième et le troisième dé n'ont pas fait le même résultat. Donc je dois toujours tenir compte de l'ordre. C'est ce que je vous disais, les lancers se soldent toujours par des playlists. Alors ici, l'objet initial, c'est le dé, qui représente un ensemble où n égale 6. On lance 3 dés, donc p égale 3, et je me retrouve avec 6 puissance 3, 216 résultats possibles. Passons à des problèmes de nombres et de lettres. Combien de numéros de téléphone à 8 chiffres peut-il exister en théorie? Donc ça veut dire qu'on autorise pour chacun des chiffres du numéro de téléphone, le 0, le 1, etc., jusqu'au 9. Donc on a accès à nos 10 chiffres.
Et donc, pour former un numéro de téléphone, il faut piocher 8 fois parmi 10 chiffres. Est-ce que la répétition est autorisée? Oui, bien sûr, un numéro de téléphone peut présenter 2 fois le même chiffre. Est-ce que l'ordre est important dans un numéro de téléphone? Oui, bien entendu. Un numéro de téléphone qui se termine par 56 n'est pas le même que celui qui se terminera par 65, même si tous les autres chiffres sont égaux. Donc on compte l'ordre et la répétition, on est dans les playlists, et nous avons, puisque n égale 10 et p égale 8, 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de numéros possibles. Du numéro 000, etc., jusqu'au numéro 99, 99, etc. De combien de façons un groupe de 6 entiers peut être choisi dans 1,49? Alors ici, on va les considérer différents. C'est-à-dire que j'ai devant moi 49 jetons numérotés. Je dois en sélectionner 6. Donc, on nous demande de former un groupe, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordre spécialement d'arrivée. Ce qui importe, c'est savoir lesquels ont été choisis. Et bien entendu, pas de répétition possible. Donc, nous sommes dans un cas de combinaison et nous avons ces 49,6 possibilités d'arrivée, 13 983 807. Combien existe-t-il de nombres de 3 chiffres différents, y compris avec le 0? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On cherche des nombres de 3 chiffres, mais on ne commence pas à 100, parce qu'on autorise le 0 parmi n'importe lequel des 3 chiffres. Donc, par exemple, le nombre 12 va être écrit comme le nombre 012 et sera comptabilisé dans notre question ici. Même le nombre 1, 001, fait partie des solutions possibles. Sauf que on nous demande 3 chiffres différents. Il serait assez facile de dire combien existe de nombres de 3 chiffres. D'accord? Le premier est 000, le dernier est 999. En tout, il y en a 1000. Il n'y a pas de calcul à faire. Par contre, si on cherche combien de nombres sont composés de 3 chiffres différents, là, ça implique des dénombrements. Par exemple, 000 n'est pas une possibilité. 001 non plus. 012, oui. Donc, nous avons, pour former un nombre de 3 chiffres, à piocher 3 chiffres, donc P égale 3, dans l'ensemble des chiffres de 0 à 9. N égale 10. N égale 10, P égale 3. Est-ce que la répétition est possible? Non, on vient de nous l'interdire. Est-ce que l'ordre compte? Oui, puisqu'on veut écrire des nombres. Donc par exemple, 143 n'est pas 134. L'ordre compte. Nous sommes donc dans les arrangements, et nous avons A10-3 qui vaut 720 nombres possibles. De 0 à 999, il y a 720 nombres dont les 3 chiffres sont différents. Et donc pour les 280 nombres restants, il y a au moins une répétition d'un chiffre. Combien de listes différentes de 4 lettres peuvent être créées pour des plaques minéralogiques? Donc pour des plaques d'immatriculation de véhicules, en imaginant, ce qui n'est pas tout à fait vrai, qu'on ait accès à toutes les lettres de l'alphabet, et dans n'importe quelle combinaison, d'accord? Donc je dois choisir 4 lettres dans l'alphabet. Alors évidemment, pour créer une plaque d'immatriculation, je dois piocher 4 lettres, P égale 4, dans l'alphabet, N égale 26. Est-ce que sur une plaque d'immatriculation, la répétition d'une lettre est possible? Oui, répétition autorisée. Est-ce que l'ordre compte? Oui, bien sûr. Sur une plaque d'immatriculation, BZ n'est pas ZB. Donc, la répétition est possible, l'ordre compte. Nous sommes dans les playlists et nous avons 26 puissance 4, 456 976 plaques d'immatriculation possibles. Alors, il faut aussi tenir compte du fait que entre les 2 groupes de 2 lettres sur une plaque, il y a aussi 3 chiffres. Donc, ça multiplie encore par 1000 ce nombre de possibilités. Poursuivons. Combien d'anagrammes le mot maths possède-t-il? Alors, on est sur une question qui concerne un cas particulier, celui des anagrammes, mais c'est un grand classique. Par exemple, il s'agit de ranger les lettres dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire S-T-A-M-H, STAM, est une anagramme du mot maths. Combien y en a-t-il en tout? Alors, on peut le voir de deux façons. La version longue, c'est de se dire, pour former une anagramme du mot maths, je dois prendre petit p égale 5 lettres dans un ensemble qui possède petit n égale 5 lettres.
sans répétition possible. Je dois utiliser une fois chaque lettre, et pas deux fois. Et avec évidemment un ordre qui compte à l'arrivée. Pas de répétition, mais ordre, on est dans les arrangements. Sauf que on est dans le cas particulier où n égale p. n égale 5, p égale 5. Mais si vous demandez à votre calculette 5 arrangements 5, elle va vous donner un résultat qui est tout à fait calculable et qui vaut 120. Alors, A55 est égal à 120, mais ce cas particulier fait que A55 se simplifie si on voulait utiliser la formule des arrangements à la main et devient égal tout bêtement à factoriel 5. Donc c'est le 5 point d'exclamation qui signifie 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si vous effectuez ce produit, vous trouvez 120. Donc on peut retenir d'une manière beaucoup plus directe que le nombre d'anagrammes d'un mot est égal à la factorielle du nombre de lettres de ce mot. Mais attention, il peut y avoir des pièges. C'est vrai seulement si ce mot possède des lettres toutes différentes. J'ai bien pris soin de choisir un mot dont les lettres sont différentes. Si par exemple j'avais écrit M-A-T-H-A, alors là on aurait eu un petit souci. C'est-à-dire qu'avec factoriel 5, on aurait compté toutes les permutations possibles des lettres M-A-T-H-A entre elles, mais en comptant 2 fois trop de mots, puisque en échangeant les deux A, on a le même mot. Donc chaque mot était compté 2 fois dans les 120 cette fois-ci. Donc il aurait fallu diviser 120 par 2, et à ce moment-là, le nombre d'anagrammes de M-A-T-H-A est 60. Alors on y reviendra certainement en deuxième année, lorsque certains d'entre vous voudront réviser pour passer des concours post-Bac+2. 2.6. Combien de mots de 4 lettres peut-on créer à partir du mot partiel? Alors, cette fois-ci, on ne nous interdit pas la répétition d'une lettre. Nous avons à notre disposition 7 lettres différentes, tant mieux pour nous, et nous devons piocher 4. Donc n égale 7, p égale 4. Évidemment, on veut former des mots à l'arrivée, donc l'ordre des lettres compte, et la répétition est possible, donc nous avons affaire à des p-listes, 7 puissance 4, 2401 mots. Combien peut-on faire de mélodies de 10 notes prises dans la gamme de 7 notes? Donc j'ai à ma disposition Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et je pioche 10 notes au hasard comme ça pour former une mélodie. Donc n égale 7, p égale 10. À l'arrivée, est-ce que j'ai le droit de répéter une note dans une mélodie? Bien sûr que oui. Et est-ce que l'ordre des notes compte dans la mélodie? Oui. Si je change l'ordre des notes, ça change la mélodie. Donc on est dans les playlists et on a à calculer 7 puissance 10, qui vaut un peu plus de 282 millions. Vous voulez mettre 10 notes à la suite au hasard, et bien vous avez 282 millions de possibilités. Et encore, je n'ai pas compté les dièses. 2.8. Vous devez parier sur les résultats de 16 matchs de football. Et pour chacun, vous devez parier sur victoire, nul ou défaite pour la première équipe citée sur les deux, par exemple. Combien de paris différents pourriez-vous faire? Alors, à chaque fois que je veux cocher quelque chose, je dois choisir dans un ensemble qui contient victoire, nul ou défaite. Donc n égale 3, et je dois faire ça 16 fois de suite. Donc p égale 16. Est-ce que j'ai le droit de répéter un élément victoire, nul ou défaite? Oui, heureusement. Il y aura forcément une répétition, comme nos notes de musique d'ailleurs au-dessus. Donc répétition, oui. Et est-ce que l'ordre compte? Oui, bien sûr. Si je dis victoire pour le match 1 et nul pour le match 2, ça n'est pas comme si j'avais dit le contraire. Donc l'ordre compte. On est encore dans les playlists et j'ai cette fois-ci 3 puissance 16, 43 millions de paris possibles pour les 16 matchs de football. C'est-à-dire que si vous avez 3 millions de gens qui jouent, en jouant parfaitement aléatoirement, ce qui n'est évidemment pas vrai dans la réalité, eh bien il y a quand même assez peu de chances que 2 personnes sur les 3 millions aient fait le même choix. Problème de rangement. De combien de façons peut-on ranger 5 objets dans 8 boîtes? Donc cette fois-ci, je dois faire 5 fois l'opération de ranger un objet. Et donc à chaque fois, je dois choisir parmi 8 boîtes.
Donc j'ai un ensemble initial de 8 boîtes, n égale 8, et je dois faire 5 choix, p égale 5. Est-ce que j'ai le droit de répéter le choix d'une boîte? Oui, on ne nous a pas interdit de ranger 2 objets dans la même boîte. Donc la répétition est possible. Est-ce que l'ordre est important? Oui, bien sûr, si je range un objet dans la boîte 3 et un objet dans la boîte 6, ça n'est pas comme si j'avais fait le contraire. Donc la répétition est possible, l'ordre compte. On est dans les playlists. 8 puissance 5, j'ai 32 768 rangements possibles. Même question, mais avec pas plus d'un objet par boîte. Cette fois-ci, on interdit la répétition du choix d'une boîte. Donc nous ne sommes plus dans les playlists, mais comme l'ordre compte toujours, nous sommes dans les arrangements. On ne calcule plus 8 puissance 5, mais A8,5. Et cette fois-ci, on n'a plus que 6720 possibilités. Ce qui représente quand même entre 5 et 6 fois moins de rangements possibles. Paul dirige une équipe de 5 personnes. Chaque mois, il évalue le travail de l'une d'elles, choisie au hasard. En un an, combien de listes différentes de personnes évaluées pourrait-il envisager? Donc, chaque mois, il choisit parmi les 5 personnes au hasard pour évaluer l'une d'elles. Et il fait ça donc 12 mois, puisque la question porte sur un an. Il fait ça 12 fois. Donc, j'ai un ensemble de 5 personnes, n égale 5, dans lequel je pioche 12 fois, p égale 12. Est-ce que la répétition est possible? Oui, bien sûr. Il y a forcément une personne qui va être évaluée plusieurs fois, au moins une. Est-ce que l'ordre est important? Alors, ça se discute. Est-ce qu'évaluer une personne en janvier et une autre personne en février revient à faire le contraire? J'ai fait le choix ici de dire oui, l'ordre compte. Évaluer Madame A en janvier et Monsieur B en février, ça n'est pas comme faire le contraire. Mais évidemment, l'énoncé aurait pu être, on va dire, un peu plus étoffé pour nous permettre de nous orienter un peu mieux. En tout cas, si la répétition, ou pardon, si l'ordre est important, alors je suis dans les playlists, je calcule 5 puissance 12 et j'ai encore un nombre assez effarant, 244 millions de possibilités pour ces évaluations annuelles. On continue dans l'exercice avec des jeux de cartes. Alors, les jeux de cartes, sauf cas exceptionnel avec un énoncé très précis, conduiront aux combinaisons. Combien de mains de 8 cartes peuvent être distribuées à partir d'un jeu de 32? On l'a vu dans un exercice précédent, on est dans les combinaisons. C'est 32,8, 10 518 300. Combien de mains de 5 cartes peuvent être distribuées à partir d'un jeu de 52? Eh bien, on aura calculé, c'est 52,5. Alors, il y a plus de cartes disponibles, mais on en pioche moins, donc on ne peut pas préjuger par rapport au résultat précédent de ce que sera ce nouveau résultat. Ici, on voit qu'il est inférieur. Des problèmes de classement et d'élection. Souvent, ces problèmes-là se soldent par des arrangements. Effectivement, si vous voulez classer des objets ou des personnes, eh bien, vous ne pouvez pas, dans un classement, voir 2 fois la même personne. Donc, en général, il n'y a pas de répétition. Et, sauf encore une fois cas particulier. Et l'ordre, évidemment, compte, puisqu'on est en train de faire un classement. Donc, pas de répétition et ordre, on est dans les arrangements. Alors, on va voir ici combien de tiercés sont possibles à l'issue d'une course de 12 chevaux. Donc, vous avez 12 chevaux au départ. Combien de tiercés possibles sont envisageables? Pour former un tiercé, vous devez piocher 3 chevaux parmi 12. La répétition d'un cheval dans le podium est évidemment impossible. L'ordre des chevaux dans le podium compte. Arrangement. A12,3 équivaut 1320. Donc si vous jouez au hasard, eh bien vous avez une chance sur 1320 de gagner. Combien de classements sont possibles à l'issue d'une course de 12 chevaux? Cette fois-ci, on veut le classement des 12 chevaux et non pas seulement le podium des 3 premiers. Eh bien, on se retrouve dans le cas A12,12, où encore une fois, c'était comme pour l'anagramme du mot maths, ou les anagrammes. Il s'agit d'envisager tous les ordres possibles des éléments de départ. Avec le mot maths, on était tombé sur factoriel 5. Avec 12 chevaux, on a factoriel 12. Encore une fois, il s'agit bien de A12,12 également. Cette fois-ci, on obtient 479 millions de classements possibles. C'est un peu plus que le nombre de tiercés. De combien de façons une délégation de 5 personnes peut-elle être choisie dans un groupe de 40?
Alors là, attention, on est plutôt sur un problème d'élection et pas de classement. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est important, ce sont les personnes choisies et pas dans quel ordre elles ont été choisies. Donc on n'a plus d'ordre. Mais évidemment, on n'a toujours pas de répétition. Si on veut 5 personnes, on ne veut pas 2 fois la même. On est dans les combinaisons ici, avec donc ces 45, 658 000 environ choix possibles. 16 pilotes s'affrontent lors d'une course de Formule 1. À l'arrivée, seuls les 6 premiers marqueront des points, avec 6 scores différents. Combien de distributions de points sont possibles? Eh bien, je dois choisir 6 fois un pilote parmi les 16 possibles au départ, avec à l'arrivée une répétition d'un pilote qui est impossible dans le classement des 6 premiers, et puis puisqu'il s'agit d'un classement, un ordre qui est important. Donc je retombe sur les arrangements avec A 16,6 qui vaut environ 5 765 000. Combien de podiums sont possibles à l'issue d'une course de 8 athlètes? On revient sur la question 5.1 finalement, avec cette fois-ci A 8,3 qui vaut 336. 15 personnes se rencontrent, toutes se serrent la main. Combien y a-t-il de poignées de main? Alors c'est une question qui peut sembler vraiment extérieure à ce type d'exercice, et en fait, pas du tout. Si on vous demande de compter les poignées de main, ce sont les issues de votre expérience aléatoire. Comment former une issue, c'est-à-dire comment former une poignée de main? Eh bien, en choisissant 2 personnes parmi les 15 présentes. Alors évidemment, la répétition est interdite. Vous n'allez pas choisir 2 fois la même personne pour créer une poignée de main. Une personne ne se serre pas la main à elle-même. Donc pas de répétition. Maintenant, est-ce que l'ordre compte? Si la personne A serre la main à la personne B, est-ce que vous allez aussi compter la poignée de main BA? Non, bien sûr, c'est la même. Donc, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de répétition, on est dans les combinaisons, avec au départ un ensemble de 15 personnes, et pour former des poignées de main, petit p égale 2. On est sur ces 15-2. Et il y a 105 poignées de main. Exercice 13. Un groupe se compose de 13 femmes et 8 hommes. 4 personnes doivent être choisies. Combien y a-t-il de possibilités? Alors, sans plus de précision, et dans la question 1, il n'est pas fait mention du nombre d'hommes et du nombre de femmes. Simplement, nous avons à choisir 4 personnes parmi 21. On a vu que ça se soldait par C, 21, 4. Donc nous avons 5985 façons de choisir 4 personnes parmi 21. Combien y a-t-il de possibilités comprenant exactement un homme? Cette fois-ci, on entre dans la catégorie de combinaison et partition puisqu'on s'intéresse à des catégories au sein de l'ensemble. Donc cette fois-ci, je veux choisir 4 personnes et dans le détail, un homme et 3 femmes. Donc un homme parmi les 8, d'où une combinaison C8-1, et 3 femmes parmi les 13, d'où une combinaison C13-3. Je sais qu'à la fin, je pourrais multiplier mes combinaisons, et donc le calcul à faire est celui-là, résultat 2228. C'est-à-dire que parmi les 5985 groupes possibles de 4 personnes, il y en a 2288 qui contiennent un homme. Et dans la question 3, j'insiste, en modifiant le nombre d'hommes présents dans le groupe de 4 personnes. Et si je voulais 2 hommes, c'est-à-dire 2 hommes et 2 femmes, ou alors 3 hommes et une femme, ou alors 4 hommes et pas de femmes, ou alors aucun homme et 4 femmes, eh bien, je n'aurai qu'à modifier, dans mon calcul, les chiffres que je place ici en haut de mes combinaisons. Si je veux 2 hommes et 2 femmes, je n'ai qu'à calculer C8,2 fois C13,2. Si je veux 3 hommes et une femme, je vais calculer C8,3 fois C13,1. 4 hommes et 0 femmes, C8,4 fois C13,0. Aucun homme, C8,0 fois C13,4. À chaque fois, il suffit de donner la bonne combinaison de nombre d'hommes et de femmes et de l'inclure dans la même trame de calcul. Donc je vais mettre tout ça en parallèle. Voilà ce que toutes ces possibilités m'offrent. Et je peux constater une chose, c'est que dans les questions 2 et 3, j'ai envisagé tous les cas de figure possibles en termes de nombre d'hommes et de femmes obtenus dans le groupe de 4 personnes. Logiquement, le total de ces 5 nombres doit être égal à 5985. Et vous pouvez vérifier, c'est bien le cas.
Exercice 14. Parmi les mains de 5 cartes issues d'un jeu de 32. Déjà, ça doit faire tilt, on est dans les combinaisons. Combien contiennent les 4 As? Ah, alors, on nous parle d'une catégorie de cartes dans le jeu. Donc, on est dans combinaison et partition. On aura peut-être, ça dépend ensuite de la question, hein, mais à multiplier des combinaisons entre elles. Bien, alors, parmi les mains de 5 cartes issues d'un jeu de 32, combien contiennent les 4 As? Donc là, il faut être très vigilant. Notre jeu de cartes va être découpé en les As et les autres. À savoir que dans les 32 cartes, j'ai 4 As et 28 autres. Dans ma main, je veux les 4 As et donc une autre, puisqu'en tout, j'ai 5 cartes. Donc je dois calculer ces 4 pour les 4 As à choisir parmi les 4 As du jeu, fois ces 28 1 pour choisir la 5e carte parmi les 28 restantes. Résultat 28. Il y a 28 tirages qui contiennent les 4 As. À savoir les 4 As avec le 7 de cœur, ou alors les 4 As avec le 8 de cœur, ou alors les 4 As avec le 9 de cœur, et ainsi de suite. J'ai 28 possibilités en tout. Combien contiennent un carré? Alors c'est une question différente, mais qui est reliée quand même à la première. La première question veut nous faire obtenir un carré d'As. Maintenant, si je m'intéresse à un carré en général, eh bien, je m'aperçois que j'aurais pu faire le calcul du petit a pour les 4 rois. Ça m'aurait donné aussi 28. Ou pour les 4 dames, ça m'aurait donné 28. Et ainsi de suite. Mais combien existe-t-il de carrés différents possibles? Les 4 as, les 4 rois, les 4 dames, les 4 valets, etc. Eh bien, j'ai 8 carrés possibles. Donc, globalement, je cumule 8 fois le résultat 28 qui concerne un carré précis. Et donc, j'ai 224 mains qui peuvent contenir un carré. Je sors des carrés et je me pose la question, combien contiennent exactement 3 piques? Donc, j'ai reçu 5 cartes dans les mains. De combien de façons je peux avoir obtenu 3 piques? Alors, ça veut dire aussi 2 autres. Je dois donc découper le jeu de cartes qui contenait 32 cartes en les piques et les autres. Dans mon jeu de cartes, il y a 8 piques et 24 autres. Et dans mes mains, je veux 3 piques et 2 autres. Donc pour les piques, j'ai la combinaison C8-3 qui doit apparaître. Et pour sélectionner les 2 autres cartes, j'ai C24-2. Exactement 2 piques et un trèfle. Alors, si je veux 2 piques et un trèfle, je découpe mon jeu de cartes en les piques, les trèfles et les autres. Dans le jeu de cartes, il y a 8 piques, 8 trèfles et 16 autres. Puisque moi, je veux dans ma main 2 piques, un trèfle et 2 autres, pour avoir un total de 5, eh bien, je sais quelle combinaison je vais avoir à calculer. Je vous laisse le soin, si vous n'êtes pas persuadé de ce calcul, de former un tableau dans lequel vous décomposez le jeu de cartes en première colonne, votre tirage de 5 cartes en deuxième colonne, et en 3 lignes, les piques, les trèfles et les autres. Au moins un roi. Alors ça, c'est compliqué. Dès qu'on commence à dire au moins quelque chose, eh bien ça englobe plusieurs possibilités, et donc plusieurs tableaux, tels qu'on pourrait les faire dans les questions C et D. Au moins un roi, ça veut dire les mains de 5 cartes qui contiennent un roi, celles qui en contiennent 2, celles qui en contiennent 3, et celles qui contiennent carrément le carré de roi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être calculer le nombre de tirages qui ne comportent pas de roi, ce qui serait plus simple à envisager. Ça veut dire que si je découpe mon jeu de cartes en les rois et les autres, dans le jeu de cartes, il y a 4 rois et 28 autres. Je veux que mes 5 cartes soient prises parmi les 28 autres. Donc en calculant ces 28,5, qui vaut 98 280, j'ai le nombre de tirages qui ne possèdent pas de roi. Alors ça ne répond pas à ma question, mais ça veut dire que tous les autres tirages contiennent au moins un roi. Il me reste à calculer le nombre total de tirages. Quel est ce nombre total? C'est le nombre de façons que l'on a de piocher 5 cartes parmi 32, qui vaut lui C32,5, 201 376,
Parmi ces 201 000 tirages possibles, 98 000 contiennent 0 roi, et donc 103 000, par soustraction, contiennent au moins un roi. Donc vous vous rendez compte que ça représente un tout petit peu plus de la moitié des tirages possibles, et que donc vous avez un tout petit peu plus d'une chance sur deux d'obtenir au moins un roi en piochant 5 cartes parmi 32. Alors ce qui est vrai avec le roi serait vrai avec le valet ou le 10 ou ce qu'on veut, hein. Vous avez aussi un peu plus d'une chance sur deux, le même nombre, de piocher au moins un 8. Alors, combien contiennent au moins 2 valets? Alors, on peut raisonner toujours de la même façon, sauf que le cas de figure est un petit peu plus complexe. Soit vous dites, bah, je vais cumuler mes calculs pour 2 valets, ou alors 3 valets, ou alors 4 valets. Soit je vais prendre le nombre total de tirages, et je vais retrancher les tirages qui ont 0 valet, et ceux qui en ont 1. De toute façon, il va falloir faire ici de multiples calculs. Donc, je choisis ici la deuxième option. Si vous regardez le calcul qui vient d'être fait, je calcule C32,5, donc c'était notre 201 376, nombre total de tirages. Je retranche avec l'écriture ici le nombre de tirages qui possèdent 0 valet. Et ici, je retranche encore le nombre de tirages qui possèdent un valet. Donc 0 valet et 5 autres, ou alors 1 valet et 4 autres. L'issue de tout ça me donne 21 196. J'ai 21 196 chances sur 201 376 d'obtenir au moins 2 valets, ce qui représente grosso modo 10% de chance. Exactement, 3 carreaux et un roi. Alors là, on est sur la question la plus difficile de l'exercice. Il faut faire très attention, parce que le sous-ensemble des carreaux et le sous-ensemble des rois dans un jeu de cartes se croisent. Ils ne sont pas disjoints. Il existe le roi de carreau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir dans les mains 3 carreaux et un roi? Ça veut dire avoir 3 carreaux et pas le roi de carreau, et puis à côté un roi qui n'est pas le roi de carreau, parce que sinon ça rajouterait un 4e carreau. Ou alors, je possède 3 carreaux, dont le roi de carreau. Et les deux cas de figure vont nous mener à deux calculs bien différents. Alors, de toute façon, je dois découper mon jeu de cartes en le roi de carreau, les autres rois, les autres carreaux et les autres cartes. Et bien savoir dans le jeu de cartes combien compose chacun de ces sous-ensembles. Le roi de carreau, c'est simple, hein, il est seul, il y en a un. Les autres rois, il y en a 3. Les autres carreaux, bah, j'ai déjà pris un carreau avec le roi au-dessus, donc il me reste 7 carreaux. Pour l'instant, j'ai compté 1 plus 3 plus 7, 11 cartes. Et donc dans la catégorie qui est la 4e catégorie autres cartes, il y en a 32 moins 11, 21. Et dans les tirages que je souhaite, il faut bien savoir combien de cartes je veux dans chacune des catégories pour pouvoir calculer les bonnes combinaisons. Donc je vous laisse relire ça à tête reposée et tenter par vous-même sur une feuille, bien sûr. Mais à l'arrivée, il y a un premier calcul qui nous dit C11. Donc je choisis le roi de carreau parmi le roi de carreau. Bref, je ne fais pas grand-chose. Je multiplie ça par C72. Donc je choisis 2 autres carreaux parmi les carreaux qui ne sont pas le roi de carreau. Et puis, surtout, je ne veux pas d'autres rois, donc je choisis mes 2 dernières cartes parmi les 21 cartes qui ne sont ni roi ni carreau. Donc ça, c'est l'option « Je pioche le roi de carreau ». Et puis à côté, on a l'option « Je ne veux pas du roi de carreau ». Donc je prends un roi parmi les 3 autres. Je prends 3 carreaux parmi les 7 carreaux qui ne sont pas le roi de carreau. Et il me reste une carte à prendre parmi les 21 restantes. Dans le premier cas de figure, j'ai 4410 possibilités. Dans le second cas, 2205. Et en tout cas, 6615 possibilités. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses depuis le début, donc on va pouvoir aller un petit peu plus vite pour la suite et fin de ce TD. Une urne contient des balles, 2 blanches, 3 vertes et 5 rouges. 3 balles sont piochées simultanément au hasard. Parmi les groupes possibles de 3 balles, combien contiennent? Alors d'abord,
Quand je fais une pioche simultanée, je suis dans les combinaisons. Donc là, on est sur un mot-clé, comme d'autres peuvent apparaître dans des énoncés. Le terme simultanément vous conduit aux combinaisons. Parce que si vous piochez des objets simultanément, vous les piochez en même temps. Donc il n'y a pas d'ordre. De plus, si vous les piochez en même temps, vous ne risquez pas d'avoir 2 fois le même dans la main. Et attention, je ne parle pas de la couleur, je parle des objets eux-mêmes. Donc nous sommes dans les combinaisons. Je dois piocher 3 balles, c'est ce qu'on nous dit en deuxième ligne, parmi, ou plutôt dans une urne ou un sac qui en contient 5 et 3, 8 et 2, 10. J'en pioche 3 parmi 10. On s'occupera après des couleurs. Combien contiennent une seule couleur? De combien de façons je peux piocher 3 balles de la même couleur? Alors, 3 blanches, c'est impossible, il n'y en a que 2. 3 vertes. Pour avoir pioché les 3 vertes, eh bien, il me faut ces 3 3. Encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est un tableau dans lequel votre urne de départ est découpée en 3 lignes blanche, verte, rouge. Et puis, en deuxième colonne, vous mettez ce qu'il vous faut dans votre tirage, correspondant à la question. Une possibilité est 0 blanche, 3 vertes, 0 rouge dans votre tirage. Une autre possibilité est 0 blanche, 0 verte, 3 rouges. Dans le premier cas de figure, vous avez C3-3 à calculer. Dans le deuxième cas de figure, vous avez C5-3 à calculer. Et en tout, les deux versions cumulées au sein de cette question nous donnent 11 possibilités. Parmi les tirages de 3 balles possibles, combien contiennent les 3 couleurs? De combien de façons vous pouvez avoir pioché 3 balles de couleurs différentes? Eh bien, dans votre tableau, vous avez une colonne tirage qui se compose d'une blanche, une verte et une rouge. Et donc, vous devez multiplier les combinaisons C2-1 par C3-1 par C5-1. Le résultat vaut 30. Combien contiennent 2 couleurs? Alors ça peut être un petit peu embêtant si on veut faire le détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 blanches et une verte, ou 2 blanches et une rouge, ou 2 vertes et une blanche, ou etc. etc. On ne s'en sort plus. Mais après tout, qu'est-ce que c'est que 2 couleurs? En fait, soit dans les mains, j'ai 3 balles d'une même couleur, soit dans les mains, j'ai 3 balles de couleurs différentes, soit dans les mains, j'ai 2 balles d'une même couleur et une balle d'une autre couleur. Il ne peut pas y avoir d'autres situations. Donc le petit c est exactement le complémentaire des situations A et B. Donc je n'ai qu'à calculer le nombre total de tirages possibles de 3 balles parmi 10, c'est 10-3, et je retranche 31. Et j'obtiens 79, ce qui est beaucoup plus rapide que d'envisager tous les cas de figure possibles. Dans l'événement, j'ai obtenu 2 couleurs différentes. Au moins 2 couleurs. Alors, j'ai les 79 possibilités ici, auxquelles je vais ajouter la réponse à la question B, qui est les 3 couleurs. Donc j'arrive à 109 possibilités. Exercice 16. Au loto, règle initiale, un joueur doit sélectionner 6 nombres parmi les entiers de 1 à 49. Après le choix du joueur, le tirage désigne les 6 numéros gagnants. Donc on a un tirage à la télévision qui nous dit quels sont les numéros gagnants. Et du coup, parmi ceux que vous avez cochés sur votre grille, certains vont être gagnants et d'autres vont être perdants, en général. Et donc, on va s'intéresser à une catégorisation ici, où dans la liste des entiers de 1 à 49, il y en a certains qui sont gagnants, parce qu'ils vont sortir dans le tirage, et les 43 autres qui sont perdants. En tout cas, pour la question 1, le nombre total de groupes possibles de 6 numéros, on l'a déjà vu, c'est 49,6. Parmi eux, combien sont susceptibles de contenir exactement les 6 numéros gagnants? C'est-à-dire que vous voulez, puisque l'ensemble 1 à 49 est partitionné en 6 gagnants et 43 perdants, dans votre tirage, vous voulez les 6 gagnants. Donc votre combinaison à calculer est C6, 6.
ou dans le détail, C66 fois C43,0. Résultat, 1. Vous avez donc une chance sur presque 14 millions de gagner les 6 numéros. Combien contiennent 5 numéros gagnants? Vous modifiez la deuxième colonne de votre tableau. Dans la première ligne gagnant, votre tirage en contient 5, et dans la ligne perdant, votre tirage en contient 1. Vous avez donc à calculer les combinaisons C6, 5 fois C43, 1. Résultat, 258. Vous avez 258 chances sur 14 millions d'avoir 5 bons numéros. Et puis, on va continuer comme ça avec combien contiennent 4 numéros gagnants. Bon, je ne vais pas refaire le détail. Je m'appuie sur le calcul qui se trouve au-dessus. Cette fois-ci, j'aurai à calculer C64 fois C43,2. Et je trouve que j'ai 13 545 chances sur 13 983 000, etc. d'avoir 4 numéros gagnants. Ce qui, en calculant le rapport, vaut à peu près une chance sur 1000. 3 numéros gagnants, C63 fois C43,3. 246 820 chances sur 14 millions d'avoir 3 numéros gagnants. Alors, je ne vais pas aller sur 2 numéros gagnants ou 1 numéro gagnant, mais je demande tout de suite combien de tirages ne possèdent aucun numéro gagnant. Alors, évidemment, la manière la plus directe est de dire je veux 0 numéro gagnant parmi les 6 et 6 numéros perdants parmi les 43. Et donc, suivant la même logique, C60 fois C43,6. Résultat, 6 millions de possibilités environ. Donc, j'ai 6 millions sur 14 millions, donc ça fait à peu près 6 chances sur 14 que ça se produise. Donc, ce qui est loin d'être négligeable, mais c'est quand même moins d'une chance sur 2. En général, on a au moins un numéro gagnant. Alors ça, c'est la première réflexion, et c'est celle que je vous engage à suivre. La deuxième serait de dire, je peux calculer donc, le nombre total de possibilités, il est déjà calculé en question 1, et je peux retrancher les uns après les autres toutes les possibilités qui possèdent un certain nombre de numéros gagnants. 6 ou 5 ou 4 ou 3 ou 2 ou 1. Ce qui évidemment est très long à faire. Et donc c'est ce qu'on envisage ici en tant que remarque. Je peux appeler T indice N le nombre de tickets possédant N numéros gagnants. Par exemple, T5 représente 258, le nombre de tirages possédant 5 numéros gagnants. T est le nombre total de tickets, donc 13 983 816, et je peux calculer mon T0, qui vaut donc à peu près 6 millions, comme étant le nombre total de tirages moins la somme des nombres T indice N pour N égale 1 jusqu'à 6. Et bien entendu, je vous laisse le soin de finir les calculs si vous souhaitez vous entraîner. Vous apercevrez qu'en passant par ce chemin-là, et si vous ne commettez pas d'erreur, ce qui n'est pas dit parce que avec tous ces nombres, on ne sait jamais, vous aboutirez bien à 6 96 454, ni plus ni moins. L'exercice 17 propose un récapitulatif avec plusieurs types de questions. Voilà vraiment ce que vous devez avoir retenu sur les dénombrements. D'abord, quelques questions indépendantes. Vous devez choisir parmi 10 joueurs de basketball pour former votre équipe de 5 joueurs. Combien d'équipes différentes pourraient être formées? Donc, je choisis des personnes parmi un groupe de personnes. N égale 10, P égale 5. La répétition, bien sûr, est impossible. L'ordre n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des 5 personnes choisies. Je suis dans la combinaison. Et j'ai 252 choix possibles. C'est-à-dire qu'à partir de 10 joueurs, je peux former 252 équipes différentes. Encore une fois, légèrement contre-intuitif. Une société compte 18 employés et s'apprête à décerner 3 prix. Meilleur employé, employé le plus ponctuel et employé le moins chauve. Pourquoi pas? De combien de façons ces prix peuvent-ils être attribués? Alors, pour attribuer les prix, en tout cas les 3 prix, je dois sélectionner 3 personnes parmi les 18. N égale 18, P égale 3. Est-ce que la répétition est possible? Oui, pourquoi pas? Un employé peut très bien avoir 2 prix, voire les 3. Est-ce que l'ordre est important? Oui, bien sûr. Si l'employé A est le meilleur employé et l'employé B est le moins chauve, ça n'est pas comme si c'était le contraire.
Donc, la répétition est possible et l'ordre compte. Nous sommes dans les P-listes. 18 puissance 3. Question C. Sur un plateau de jeu d'échecs qui comporte 8 x 8 carreaux, donc 64 carreaux, de combien de façons peut-on placer un roi, un cavalier et une tour? Donc, pour faire un placement de ces 3 pièces, je dois choisir 3 carreaux parmi 64. N égale 64, P égale 3. Est-ce que j'ai le droit de répéter un carreau? Autrement dit, est-ce que je peux mettre le roi et le cavalier dans la même case? Non, la répétition est impossible. Est-ce que l'ordre compte? Oui, bien sûr. Si je mets le roi quelque part et le cavalier ailleurs, ça n'est pas comme si j'avais fait le contraire. Donc, pas de répétition, mais ordre important, je suis dans les arrangements et j'ai donc à compter à 64, 3, ce qui représente 249 984 possibilités. Alors, on pourrait objecter une chose, c'est que un plateau de jeu d'échecs possède des symétries. Et donc, par exemple, si vous faites pivoter le plateau de 90 degrés, alors les 3 pièces qui sont présentes sur votre plateau vont se retrouver arrangées suivant l'un des autres arrangements qui avaient été comptés dans les 250 000 qui sont là. Et donc, on pourrait faire tourner le plateau plusieurs fois de 90 degrés et trouver des arrangements différents qui ont été comptabilisés, mais en fait, il s'agit du même arrangement, des pièces, on va dire, les unes par rapport aux autres. Donc, on pourrait très bien, à cause de cette symétrie de rotation, diviser par 4 le nombre qu'on a trouvé ici. Deuxième question, 20 jetons sont placés dans un sac numéroté de 1 à 20. Les jetons 1 à 10 sont blancs, ceux de 11 à 16 sont verts, les autres sont rouges. On doit prendre 3 jetons simultanément au hasard. Vous avez repéré simultanément combinaison. Combien de prises différentes sont possibles? Je dois choisir 3 jetons parmi 20. Dans la question, il n'est pas fait mention de la couleur, donc je ne m'en occupe pas, donc j'ai ces 23. 1140 tirages possibles. Combien se compose de 3 jetons blancs? Donc on est reparti sur cette fois-ci le découpage, combinaison et partition. Dans mon tirage, je veux 3 blancs parmi les 10 et 0 autres parmi les autres. Donc c'est 10-3. Combien se compose d'un jeton de chaque couleur? C'est reparti. Donc je veux choisir un blanc parmi les 10, un vert parmi les 6 et un rouge parmi les 4. Donc C10-1 fois C6-1 fois C4-1, résultat 240. Combien se compose de 3 jetons de la même couleur? Alors, il y a un exercice similaire juste avant. Hein. Donc 3 jetons de la même couleur, ben, ça veut dire soit 3 blancs. Donc j'ai des tirages qui vont me faire prendre 3 blancs parmi les 10 blancs. Donc C10-3. J'ai les tirages qui vont me faire prendre 3 verts parmi les 6. Donc C6-3. Et les autres 3 rouges parmi les 4. C4-3. Ces groupes de tirages sont des catégories différentes de tirages, et donc les calculs sont à faire séparément, et les nombres de possibilités sont à cumuler à la fin. C'est-à-dire qu'au sein d'un même groupe de tirages, on doit multiplier des combinaisons entre elles. Par exemple, quand je dis C10-3, c'est en fait C10-3 fois C6-0 fois C4-0. Et une fois que j'ai calculé ça, je vais le cumuler avec d'autres catégories de tirages. Donc ici, C10-3 vaut 120, C6-3 vaut 20 et C4-3 vaut 4. Et en cumulant, on trouve que 144 combinaisons se composent de 3 jetons de la même couleur. Alors, en termes de probabilité, hein, pour anticiper un peu, encore une fois, j'ai 144 chances sur 1140 de tirer 3 jetons de la même couleur en plongeant au hasard la main dans cette urne, dans ce sac. Combien ne montreront qu'une couleur et 3 nombres pairs? Ah, alors là, il va falloir rentrer dans le détail des numéros des jetons. Alors, ça veut dire que les 3 jetons doivent être à la fois de la même couleur et pairs. Parmi les blancs, combien sont pairs? Eh bien, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je vais avoir ces 5-3 possibilités d'obtenir 3 paires blancs.
pour les paires verts, sans mauvais jeu de mots, j'ai 12, 14, 16. Ils ne sont que 3. Donc si je plonge la main et que je prends 3 jetons et qu'ils sont 3 verts et pairs, pour le dire dans cet ordre cette fois-ci, eh bien j'ai ces 3 possibilités, ce qui se résumera d'ailleurs à une seule possibilité. Est-ce que je peux choisir 3 paires rouges? Eh bien, ce sont les numéros 17, 18, 19, 20, les jetons rouges. Il n'y a pas 3 nombres pairs là-dedans. Donc c'est fait, je n'ai pas de possibilité avec les rouges. Donc, je résume, j'ai ces 5 3 pour les 3 paires blancs, ce qui me fera 10, et ces 3 3 pour les 3 paires verts, ce qui me fera 11. En tout, 11 combinaisons possibles. Voilà, je vous remercie d'avoir eu le courage de suivre cette vidéo jusqu'au bout, et je vous félicite. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de TD sur les probabilités simples. À très bientôt et au revoir.